Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Louise Michel est à la fois une figure des programmes scolaires et un nom gravé sur le frontispice de nombreuses écoles. La romancière Carole Trébor lui consacre une très belle bio romancée. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme d'histoire aujourd'hui. C'est un 30 septembre en 1938 que sont signés les accords de Munich. Ils sont alors censés dissuader l'Allemagne hitlérienne d'entrer en guerre. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, on va jouer au Shifumi parce que c'est vendredi, c'est Shifumi, ou on dirait jeudi, mercredi, lundi, mardi aussi, mais enfin bref, mais cette fois on va gagner à tous les coups grâce à Cécile. Et puis rendez-vous enfin avec une grande fan de Carole Trébor, Célie Luton, notre chroniqueuse et libraire. Elle a mitonné une sélection spéciale sur les femmes qui font l'histoire. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Près de 200 établissements scolaires portent son nom. Parmi les femmes, seules Marie Curie et Irène Joliot-Curie font mieux. Elle était animée par la passion de l'égalité et convaincue qu'il faut, je cite, enseigner aux filles autant qu'aux garçons tout ce qui leur permettra d'être des citoyennes et citoyens libres. Fin de citation, elle est extraite de la bio romancée que Carole Trébor consacre à Louise Michel et que voici, sous-titre « Je suis tout en orage ». Elle vient de sortir, cette bio, dans la collection Lead, c'est chez Albin Michel Jeunesse et on est ravis de vous accueillir, Carole Trébor. Bonjour. Bonjour. On va essayer de tourner autour des principales facettes de la personnalité de Louise Michel, mais on va commencer par là, par l'éducation si vous voulez, parce que c'est vraiment ce qui permet à cette jeune fille née de la cuisse gauche de s'en sortir. On est de la cuisse gauche, on va traduire pour ceux qui ne parlent pas l'argot. Alors, née de la cuisse gauche, ça veut dire qu'elle était bâtarde, voilà, une enfant naturelle, parce qu'elle est la fille d'une domestique et d'un fils de châtelain. Ou pas. Ou pas, voilà, mystère. Mais en tout cas, voilà, elle n'était pas reconnue par son père et donc elle a été élevée par ses grands-parents républicains et par sa mère qui était très catholique. Et c'est vraiment ce double héritage qui a fait son éducation. Là, une femme très croyante qu'elle adorait et qu'elle a adoré toute sa vie, on le sait, et ses grands-parents voltairiens qui se disent justement par humanisme, cette petite, on ne va pas l'abandonner, on va l'éduquer comme si elle était notre petite fille. Ils sont assez extraordinaires, ces grands-parents quand même, j'allais dire pour l'époque. Oui, ils sont extraordinaires, ils sont vraiment, mais ils ont vraiment l'esprit voltairien. Lui, il était un ancien révolutionnaire en 92. Voilà, ils sont très cultivés, très généreux. Ils tombent en amour de cette petite fille et voilà, ils décident de tout lui donner. Peut-être un tout petit peu au cas où effectivement ce serait le fils. Voilà, c'est sans doute le fils quand même. Alors c'est vrai que dans le village, on raconte qu'on ne sait pas si c'est le grand-père, le père. Louise Michel, son père lui a dit en fait que c'est son père lui a dit, enfin son père. Son père supposé. Son père supposé lui a dit, en fait, c'est ton grand-père, ton père. Ce qu'elle a extrêmement mal pris à l'adolescence, parce qu'elle était adolescente quand on lui a dit ça, parce qu'elle vénérait son grand-père. Et c'était pour elle complètement inenvisageable qu'il ait pu y avoir un rapport entre sa mère et son grand-père. Donc elle a complètement refusé et renié cette idée. Elle est restée sur l'idée qu'elle était la fille de Laurent de Maïs donc, et de sa mère. Elle aurait aussi pu poser la question à sa maman. Oui, mais je pense que là, il y avait vraiment tabou. Oui, parce qu'elle était très, pour le coup, très catholique et elle s'est sentie très coupable. Enfin, Louise Michel, elle porte vraiment, en fait, c'est ça qui est fou quand on se dit que ça devient une grande féministe, c'est qu'elle porte la culpabilité d'une mère de mettre au monde un enfant qui n'est pas reconnu, donc qui va avoir du mal à être baptisé à l'église, parce qu'il y a plein d'enfants naturels qui n'étaient pas baptisés, ce qui pour elle aurait été dramatique. Donc on les baptisait le soir, en cachette, pas avec les autres. Donc elle porte tout ça dès le départ, en fait. Elle est élevée par un couple voltairien, le disiez-vous. Elle-même est une élève extrêmement insolente. C'est un qualificatif d'ailleurs qui la poursuit toute sa vie. Vous rapportez un premier devoir qu'elle rend où elle s'amuse, alors non seulement à faire la dictée, donc la dictée dit les Romains étaient les maîtres du monde, mais la Gaule résistait longtemps, etc. Et en même temps, entre parenthèses, elle ajoute tous les commentaires que fait l'Instit, à savoir Louise, ne tenez pas votre plume comme un bâton, point virgule. Joséphine, tenez-vous droit, etc. Enfin, elle est intenable. Oui, elle est intenable. Je pense qu'elle a un esprit très rapide. Ouais. Je pense qu'elle fait partie de ces enfants hyper rapides, précoces, etc. Donc tout va trop lentement pour elle. Et en plus, elle a cette espèce de liberté. On l'élève dans une liberté. Donc elle se dit moi je suis libre de faire, de dire les choses. Et petit à petit, on voit comment elle comprend l'absence de liberté, et notamment pour elle en tant que jeune fille, quand on veut la marier de force. Bon, justement, on ne veut pas la marier de force parce qu'elle a de la chance, mais quand elle comprend que les autres, on les marie, qu'elle peut dire non, mais qu'on lui inflige quand même ça. Et donc oui, elle a ce côté insolent, ce côté blagueur, qu'on ne connaît pas forcément chez Louise Michel, parce qu'on la connaît comme la combattante qui tue sur les barricades. Fusil à la main, d'ailleurs, ça fait la couverture du livre. Hein. Voilà. Pardon, il y a le bandeau là, mais on voit bien le fusil. C'est ça.
Et en fait, elle a vraiment tué des gens. Elle a tué des gens. Elle a vraiment commencé la première fois pendant une grande manifestation devant l'hôtel de ville, où ça a canardé sur les manifestants depuis l'hôtel de ville. Et là, elle a pris le fusil et elle a tué les gens avant la Commune. On revient à son enfance et à sa jeunesse, si vous le voulez bien, élevée donc par ses grands-parents extrêmement aimants et qui l'encouragent. Oui. Elle réussit à passer des diplômes et à devenir institutrice elle-même. Et elle va ouvrir une école. Alors quand on dit elle ouvre une école, ça semble très déroutant aujourd'hui, mais pour le milieu du 19e siècle, les écoles publiques, c'était pas fréquent en fait. Oui, en fait, on peut créer, à ce moment-là, on peut vraiment créer son école privée. Il faut avoir quand même son diplôme, donc il faut être autorisé à le faire. Il y a des comités de village avec le curé, le maire, enfin toutes les personnes, les notables du village. Et après, on peut créer, il faut acheter la maison, parce qu'en fait, une école, on l'a créée dans une maison. Moi, je suis allée à Vroncourt, je suis allée dans les endroits où elle a grandi. Donc, j'ai vu les premières écoles. C'est des petites maisons, en fait, comme une maison de paysan. Puis au rez-de-chaussée, en fait, on rajoute des petits pupitres, une petite table, une petite estrade, et ça fait l'école. Et la première est à Audelancourt. Voilà. Et ensuite, elle débarque à Paris en 65, et on va parler de ça après l'Anti-Sèche, si vous voulez bien, où elle fonde son premier externat libre. On est encore avant les lois Ferry, mais pour l'heure Anti-Sèche, on révise avec Cécile Fournier. On est au jour anniversaire demain, le 30 septembre, des accords de Munich. C'était il y a 85 ans. À la fois, alors aujourd'hui, être munichois, c'est pas très bien porté, mais à l'époque, il y a un espoir qui est celui d'empêcher la guerre. Oui, donc on est 30 septembre 1938, vous venez de le dire. Pour être exact, l'Allemagne, l'Hitler, la France, l'Italie et le Royaume-Uni signent les accords de Munich pour apaiser les tensions qui sont nées en Europe, tensions qui sont nées du fait qu'Hitler a décidé d'annexer l'Autriche en mars 1938 et de revendiquer les territoires des Sudètes qui se trouvent en Tchécoslovaquie, à la frontière allemande, où vivent 3 millions de germanophones. Alors, on va aller un tout petit peu plus vite. Ça se tend lorsque le 23 septembre 1938, le gouvernement tchécoslovaque décrète la mobilisation générale. À cela, Hitler répond « Vous avez 6 jours pour évacuer les Sudètes, sinon c'est la guerre ». Donc, Benito Mussolini, le Premier ministre italien, décide d'organiser cette réunion à Munich pour essayer d'éviter cette guerre. Et on remarquera que la Tchécoslovaquie, qui est quand même la principale intéressée, n'est pas représentée à Munich. Et en fait, les accords de Munich sacrifient littéralement la Tchécoslovaquie, ce qui va choquer beaucoup de monde, pour sauver la paix en Europe. C'est infusible. On peut le dire, la France, le Royaume-Uni, l'Italie donnent 10 jours à la Tchécoslovaquie pour évacuer la région des Sudètes, pour calmer Hitler. La Pologne et la Hongrie vont se servir un petit peu sur la bête au passage, puisqu'ils vont récupérer des territoires tchécoslovaques. À l'issue de ces accords, la Tchécoslovaquie va perdre un tiers de ses territoires, ainsi que des branches importantes de son industrie qu'elle va céder à Hitler. Alors, on a la suite de l'histoire, donc il est facile aujourd'hui de dire que ce n'était pas une bonne idée, mais à l'époque, la tonalité dominante est quand même celle d'un soulagement général. La paix est sauvée. Oui, c'est ce qu'on lit en titre des journaux. Et même quand le président français, Édouard Daladier, va revenir en France, il va être acclamé. Tout le monde se dit... Ouf, c'est terminé, c'est bon, on peut passer à autre chose. Voilà, mais en face, il y a Hitler. Oui, alors Hitler, il a d'autres projets pour l'Europe. Il n'en a que faire de ces accords. La preuve, en mars 1939, il démantèle l'État tchécoslovaque. Un mois plus tard, il se retire du pacte de non-agression signé avec la Pologne 5 ans plus tôt. Et le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Et c'est le début de la Seconde Guerre mondiale avec ces accords de Munich qui n'auront pas réussi à garantir la paix. Merci beaucoup. On se retrouve pour un sujet plus joyeux pour la récré. Oui. Chez Foumi. Chez Foumi. C'est vendredi. Grand oral, Louise Michel, Carole Trévor. Il existe autant de visions admiratives que de discours haineux à son encontre, ce qu'incarne si bien la multitude des surnoms qu'on lui a attribués. La Vierge Rouge, la Bonne Louise, la presque Jeanne d'Arc. Louise Michel a incarné le combat courageux des femmes pour plus d'équité, le dévouement révolutionnaire dans ce qu'il a de plus noble, l'oubli de soi pour aider les autres. Citation extraite de Louise Michel, Je suis tout en orage, le livre de Carole Trévor, c'est chez Albin Michel, dans la collection Lit. Encore un tout petit mot donc, sur l'éducation. Elle pratique aussi dans ses écoles une pédagogie qui est une pédagogie extrêmement moderne, en fait, dont on reparlera 30-40 ans plus tard, quand on parlera de l'éducation nouvelle, de Freinet, de Montessori et de toutes ces personnes. Oui, elle est assez étonnante, elle est vraiment d'un modernisme incroyable. En fait, elle applique ce qu'elle a vécu enfant en se disant qu'elle a appris parce qu'elle s'occupait des animaux, parce qu'elle connaissait la nature, et elle se dit, il faut apprendre à tous ces petites paysannes, filles de paysans, la même chose, et surtout, par exemple, le respect des animaux, pour elle, est extrêmement important. Ça revient dans tout le bouquin, c'est vrai que c'est une thématique que je n'ai pas soulignée. Oui, et ça fait partie de son enseignement, c'est-à-dire elle veut
veut un enseignement global où, pour apprendre, on mêle la musique, la poésie, l'observation de la nature. À un moment, voilà, elle adopte une couleuvre dans la classe pour que les enfants n'aient plus le réflexe forcément de tuer les serpents. Voilà, ils s'occupent d'animaux, ils ont un petit lapin, ils ont un chat. Donc voilà. Et puis elle veut donner un sens aux choses. En fait, elle veut passer par le concret et par le sens des choses. Et donc elle est dans un truc très moderniste, en effet, d'éducation. Elle est aussi intersectionnelle avant l'heure, dirais-je. Oui. Je vous cite, je la cite, le mouvement d'égalité des droits des femmes ne doit pas être séparé de l'ensemble des combats sociaux et politiques. Elle est aussi contre le patriarcat, je la cite toujours, l'infériorité de la femme n'est pas un fait de nature, puisque, poursuit-elle, c'est une invention humaine, une fiction sociale construite au fil des siècles. C'est ce qu'on va raconter là, pour le coup, un ou deux siècles près. Oui, elle a un côté écoféministe, on va dire. Non, mais c'est vrai. C'est frappant en vous disant. En fait, Louise Michel comprend que le monde est construit autour d'une série de dominations et que si on ne change pas toutes ces dominations, on ne pourra pas changer le monde. Or, les révolutionnaires à l'époque, ils veulent juste se battre contre les exploiteurs, contre les patrons, et ils ne comprennent pas. Et elle dit, en fait, il faut se battre contre les patrons, les exploiteurs, mais il faut aussi se battre pour que les femmes soient en équité avec les hommes, pour que les hommes ne ravagent pas la nature, pour qu'on respecte les animaux et qu'on les massacre pas. Et même quand elle part en Nouvelle-Calédonie, elle va s'intéresser aux Kanaks, apprendre des dialectes, faire un recueil de leurs contes et de leur propre culture, le faire éditer en France, et donc être dans un rapport... Et après donner des tas de conférences. Alors on a sauté directement à la fin du livre, et à la fin de sa vie. Ça, c'est après sa condamnation, parce qu'elle ne part pas en Nouvelle-Calédonie en vacances. Voilà. Oui, c'est après sa condamnation. Ouais. Mais c'est parce que pour moi, c'est un fil rouge. Bien sûr, bien sûr. Ça rejoint la manière qu'elle a d'enseigner. Voilà. C'est juste pour dire qu'elle n'y était pas allée forcément de plein gré, même si après elle s'en empare effectivement. Les femmes, vous le disiez, le féminisme, il y a beaucoup de femmes dans sa vie. D'ailleurs, vous ouvrez le récit sur sa venue au monde. Et alors, effectivement, il y a la mère, il y a sa grand-mère, il y a ses institutrices, notamment Madame Betts-Royer, une prostituée qu'elle rencontre aussi quand elle est emprisonnée, avec qui elle va sympathiser. Mais c'est un féminisme qui ne va pas de soi dans le mouvement révolutionnaire dans la deuxième moitié du XXe siècle, en fait. Oui, c'est un féminisme complètement humaniste, et de dire que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes, et qui est dans l'empathie. Par exemple, avec les prostituées, elle est dans une vraie empathie, elle est dans un profond rejet elle a totalement conscience de ce que ça représente, de l'injustice pour ces femmes, voilà, des hommes qui ensuite les fusillent, et en même temps sont les premiers à... Donc elle est complètement dans cet humanisme féministe, et par ailleurs elle est aussi dans l'idée que des femmes peuvent faire ce que font les hommes, c'est-à-dire peuvent prendre les armes, par exemple, peuvent sacrifier, et peuvent tuer et mourir. Parce qu'elle peut se sacrifier pour une cause aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout entendable à l'époque, et qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs, difficilement entendable. L'idée qu'une femme peut se sacrifier pour une cause, parce que c'est plus important que tout. L'idée que, on le retrouve dans des mots, on le retrouve à la Résistance, on le retrouve évidemment. Mais elle est extrêmement moderne. Elle a été très connue au départ, d'ailleurs, pour ça, parce qu'elle a pris les armes, en fait. Alors, les femmes contre un certain nombre de ses coreligionnaires. Complètement. Elle s'est disputée avec Théophile Ferré, qu'elle adorait à ce propos. Les femmes étaient ambulancières, les femmes étaient infirmières, où elles s'occupaient de questions sociales, de questions sociétales. Comme on dit aujourd'hui, prendre soin. C'est ça, beaucoup. Et c'est à Paris qu'elle se politise vraiment. Je vous cite, le républicanisme de son grand-père lui semble désormais bien ronronnant, un républicanisme en pantoufles, tiède, sagement assis au coin de la cheminée. Oui, voilà. À la vingtaine à peu près, ça ne lui suffit plus finalement d'être seulement enseignante à la campagne, et elle sent il y a quelque chose qui fourmille en elle. C'est son tempérament fougueux, et c'est son côté extrêmement intègre, extrêmement entier, et aussi sans compromis. C'est une femme qui est sans compromis. Un mot avant la récré sur ses tentatives de mariage. Vous l'avez cité au début de l'émission. Elle a 14 ans, on va lui présenter 2 prétendants. Elle les écœure, mais en 3 secondes et demie. Oui. Elle a le sens de la répartie, on va dire. Oui, racontez-en au moins une des deux. Disons qu'en gros, quand ils arrivent, elle se moque d'eux en citant Molière. Voilà. Et ils ne connaissent évidemment pas Molière. Et donc, c'est une façon pour elle de faire un clin d'œil à son grand-père qui lui connaît Molière. Et en même temps, de prouver qu'ils sont complètement incultes. Et en même temps, et ils finissent vraiment... Et l'un des deux part quand même en disant « j'épouserai pas cette femme inculte ». Enfin, il n'a rien compris, mais il croit en plus qu'elle est inculte. Oui, non, elle est très insolente tout au fil de sa vie. Mère, pourquoi frémir quand je te dis mon rêve? Le pêcheur endormi voit en songe la grève. Moi, je vois je ne sais quel mirage lointain qui se mêle à l'aurore, à la nuit, au matin. Je suis tout en orage et rien ne m'inquiète. Extrait du poème dont le dernier vers donne son titre à cette bio romancée de Louise Michel par Carole Trébord. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Petite récré? Vous savez jouer au Shifumi? Un peu. Allez.
Cécile Fournier, Shifumi. Bon, je dis Shifumi, mais quand j'étais petit, on disait 1, 2, 3 ciseaux, ou 1, 2, 3 pierre, ou 1, 2, 3... Ça vient, pourquoi Shifumi, ça vient d'où tout ça? Alors, l'ancêtre de notre Shifumi, ça vient du Japon, ça a apparu au XVIIIe siècle. Alors, c'était pas pierre, feuille, ciseaux, c'était limace, serpent, grenouille. Le pouce représentait la grenouille, la limace représentée par l'auriculaire, et ensuite... L'index, alors? Ah oui, là, je sais plus, je suis perdue. Bon, bref, l'un mange... l'auriculaire, il est là, en tout cas, mais c'est pas pratique voilà. Non, oui, bon, enfin, voilà. Compliqué, bref, oh là là. En fait, la limace mangeait le serpent et mangeait la grenouille, etc. Tout le monde se mangeait. La limace mangeait le serpent? Oui, parce qu'en fait, c'est une mauvaise traduction, pour tout vous dire. Il s'agirait en fait du mille-pattes, mais certains mille-pattes venimeux mangent des serpents. J'ai appris ça. Manges-tu, en tout cas? Oui. Ouais. Oui. En France, ça arrive quand même beaucoup plus tard, pas au XVIIIe siècle. Non, dans les années 20 en fait, et ça s'appelle Shifumi parce que ça vient c'est une traduction du mot japonais Ifumi, et je parle couramment japonais, ça veut dire 1, 2, 3. Ça, on avait traduit. C'est un jeu, c'est pas totalement un jeu de hasard. Non, j'ai appris ça, il y a des petits trucs à avoir si vous voulez gagner à tous les coups. Vous ne saviez pas? Non, je ne le savais pas, j'apprends. D'accord. J'apprends a priori, alors voilà. C'est la négociation avec la chroniqueuse avant l'émission en lui disant je te montre comment fonctionne la machine à café. Si tu me laisses gagner au Shifumi tout à l'heure. Donc si vous êtes une femme, je vous dis tout de suite. Si vous êtes une femme et que vous jouez contre un homme, votre meilleure chance est de choisir la feuille en premier. Les hommes auraient tendance à choisir la pierre parce que c'est un geste masculin, viril. Tout à fait. Autre astuce, les personnes qui gagnent ont souvent tendance à rejouer l'option qui les a fait gagner dès le tour suivant. Et dans l'effet inverse, les personnes qui perdent ne rejouent pas l'élément qui les a fait perdre. Voilà. Et il faut savoir qu'il est très rare qu'une personne joue 3 fois le même élément. Et les débutants ont tendance à donner des petits signes. Un point complètement fermé indique souvent que le joueur va jouer pierre. Dans les autres cas, ils ont tendance à légèrement bouger les doigts quelques millisecondes avant. Allez, on joue maintenant parce que bon, c'est trêve de blabla. Tous les 3? Allez. Ok, on met la main au milieu alors. On fait 1, 2, 3 ciseaux. Non, attends. Ah non, ma merde. 1, 2, 3 ciseaux. Ah ben j'ai gagné. Ah j'adore. Revanche. Ok. 1, 2, 3 ciseaux. Oh j'ai encore gagné. Vous êtes pareil. Écoutez, moi je sais plus, j'ai gagné quoi, je ne sais pas. Ok. Voilà, j'ai le droit de me taire maintenant, je pense. Okay. Ça merci de débrancher la machine à café quand Cécile arrive tout à l'heure. Merci. Ça marche pas du tout parce que vous avez dit les femmes font le truc, alors moi j'ai fait le truc. Enfin bref, vous avez fait vibrer la part féminine en moi. Elle se marre. Allez, grand oral, Carole Trébor. Merci quand même, Cécile, merci quand même. Frères, dans la lutte géante, j'aimais votre courage ardent, la mitraille rouge et tonnante, les bannières flottant au vent. Sur les flots par la grande houle, il est beau de tenter le sort, il est beau de tenter le sort. Le but, c'est de sauver la foule, la récompense, c'est la mort. Extrait là encore d'un texte de Louise Michel, la combattante des mots, la combattante en vrai qui sait manier le fusil, qui a tué. Et comme vous le disiez, et elle l'illustre dans ce texte, quand elle dit la récompense c'est la mort, avec ce discours qui dit bah oui, moi je suis une femme, je peux mourir. La puissance des mots, elle la découvre et elle la met en œuvre toute petite, avec des placards, ce qu'on appelle des placards à l'époque. Elle écrit des textes et elle les placarde dans la ville, dans le village. Oui, elle décide, comme elle a ce sens de la justice depuis qu'elle est née, on va dire, elle décide de punir en quelque sorte et de menacer les paysans qui maltraitent les animaux en placardant et en les menaçant. C'est-à-dire, elle les menace que des spectres de grenouilles vont venir par milliers dans leur maison s'ils continuent à tuer des chatons, etc. Et ça marche, en fait, parce qu'ils sont très superstitieux dans les campagnes. Et donc, ces menaces... Elle est toute petite, à l'époque. Elle a quoi 12 ans 8 ans, 10 ans, 12 ouais. ans. Elle fait ça vraiment, je dirais, entre 8 et 13. Et puis après, elle passe au social, en se rendant compte de la misère aussi. Mais elle utilise, elle manie les mots avec l'ironie, avec mordant, en imitant les grands auteurs. Elle apprend comme ça, en fait. Grands auteurs auxquels elle se dit, tiens, je vais écrire. Donc, elle aime beaucoup Victor Hugo. Elle se dit, je vais écrire. Cher Victor. Oui, au début, il répond, elle le fait. Oui, elle vénère Victor Hugo. C'est vraiment, ouais. Quand elle est ado, c'est son Ariana Grande d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui l'aide à vivre et à grandir, vraiment. Et c'est vrai qu'elle lui écrit pendant des années. Et il ne répond pas. Et il répond au bon moment, parce qu'il répond à un moment difficile de sa vie, quand son grand-père est très malade, etc. Donc c'est parfaitement le bon moment. Et alors, ils vont garder ce lien épistolaire jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la mort de Victor Hugo. Et c'est vrai qu'elle se confie à lui, elle lui envoie ses textes, elle lui envoie des pièces de théâtre fantastiques, elle écrit aussi des comédies musicales où elle mélange plein d'époques. Enfin, elle a vraiment des aspirations
à l'écriture depuis très toujours. forte. C'est aussi pour ça que j'ai lu quelques extraits de ses poèmes pour faire ressortir cette dimension-là de sa personnalité. C'est aussi une bouée pour elle, l'écriture, elle le dit. Oui, ça lui permet de survivre. Oui, parce qu'elle adore écrire, et ça, c'est au-delà de tout. Voilà, dans l'écriture, c'est quelque chose d'assez paisible pour elle. Alors, elle aurait vraiment aimé, je pense, devenir écrivaine, quelque part. Alors, je pense qu'il y a, sur la fin de sa vie, elle a écrit son autobiographie, elle a écrit des livres, elle a écrit des recueils de contes. Je pense qu'elle a peut-être une petite frustration de ne pas être devenue une écrivaine reconnue à la fin de sa vie. Alors, venons-en justement à la fin de cette vie. Donc, il y a la Commune, je ne raconte pas, parce que c'est sans doute l'épisode le plus célèbre de la vie de Louise Michel, une des raisons pour lesquelles elle est dans les programmes scolaires, donc elle est combattante, voilà. Ensuite la Commune est matée, elle-même est arrêtée et elle est envoyée en Nouvelle-Calédonie, ça c'est ce que vous nous disiez. Et vous arrêtez, vous, le roman au moment de cette condamnation, parce que d'une certaine manière, ça y est, postérité est acquise. Mais cette postérité, elle la vit dans sa vraie vie, et ça, vous le racontez dans les annexes. Oui, et puis dans l'épilogue, oui, j'arrête le roman là, parce que quelque part, ce qui m'a frappé dans son départ en Nouvelle-Calédonie, c'est sa capacité à rebondir. C'est-à-dire que Louise Michel, elle perd un homme qu'elle adore, Théophile Ferré, elle perd tous ses compagnons d'armes, son rêve, son idéal, tout est massacré. Et pendant 1 ou 2 ans en prison, elle est vraiment, je pense, au fond d'un désespoir. Et puis, petit à petit, il y a cette espèce de force de vie en elle qui va prendre le dessus. Elle va envoyer des lettres incendiaires à Thiers, le menacer aussi, lui souhaiter de vraiment mourir. Enfin, elle y va. Et puis, elle commence à se dire, ok, je pars au bout du monde. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, elle envoie une lettre à l'Institut de botanique en disant, si vous voulez, je peux recueillir des plantes pour vous. Vous pourrez les étudier et découvrir les plantes de Calédonie. Enfin, elle commence à se dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Et puis, elle se dit, il y a peut-être des peuples à découvrir, il y a peut-être des choses. Et je trouve que ce qui m'a frappée, c'est dans ce voyage en bateau, tout d'un coup, elle n'est que, en fait, curiosité du monde. Et ça, c'est quand même une belle force de rebondissement. Et après, en Nouvelle-Calédonie, elle continue à correspondre avec, comme on disait, des écrivains connus, des journalistes connus, qui vont rester ses amis, en fait. Et quand elle rentre, elle n'est pas oubliée. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Elle descend du train et il y a une foule qui l'attend. C'est une figure, c'est une vraie figure. C'est une star. C'est une people. Oui, c'est ça. En fait, c'est elle, Ariana Grande. C'est ça, c'est une incarnation, c'est une réincarnation Ariana Grande de Louise Michel, en fait. Voilà. Non, le fusil en moins, enfin, pour autant qu'on sache. Le fusil en moins, la France en moins. Mais c'est vrai que, non, elle est extrêmement connue, elle est jusqu'au bout, en fait, quand elle rentre en 81, donc elle meurt en 1905. Dès qu'elle fait une conférence, c'est blindée de monde, elle est adorée par beaucoup de gens. Elle incarne vraiment ou détestée, c'est ce que c'est ce qu'on disait à un moment donné. Et elle meurt de pneumonie et d'épuisement sans doute à Marseille. On est en 1905, elle a 74 ans. Vous restez avec nous, Carole, on va pousser les portes de la librairie, d'une librairie où il y a beaucoup de bouquins de vous d'ailleurs, tenus par une libraire qui aime énormément votre travail, comme nous tous ici. Cécile, merci beaucoup. Et c'est Célie, cette libraire, la librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien ? Bonjour Carole. Oui, ça va très très bien. Bon, vous connaissez. Voilà. Vous avez plein de bouquins de Carole Trébor dans la librairie ? Non, j'ai beaucoup de romans de Carole Trébor dans la librairie. Pas Carole Trébor, mais on a la belle écriture, c'est déjà beaucoup. Et là, on parle d'héroïnes fictives. Oui. Donc, c'est pas Louise Michel, mais non. Que leurs autrices et auteurs imaginent ancrés dans l'histoire avec un grand H. Et on commence avec Mythique au pluriel, héroïne de légende, de Françoise Rachemul et François Roca. Voilà. Donc, et François Roca comme ça, parce que j'aime beaucoup. C'est une évidence de mon côté. Et Françoise Rachemul est très très appréciée des enseignants en primaire et au collège. Regardez la beauté de tout ça. Exactement. De toute manière, le clair-obscur chez Roca. On n'est jamais déçu. Toujours. Donc j'encourage énormément les bibliothèques, les CDI à avoir cet ouvrage, car non seulement le texte est toujours aussi bon, c'est la même écriture, mais avec les illustrations, on a une mise en avant qui va susciter une fois de plus la curiosité des élèves pour la mythologie, et notamment ces portraits de femmes. On croise qui alors ? On croise toutes les héroïnes, vous les connaissez toutes de nom. Ariane... Euryclée, je vous avoue que... moins. Oui, mais justement, vous connaissez de nom. C'est une princesse. Bien sûr. Princesse célèbre. Mais continuons. Vous avez Hélène. Hélène qui n'est pas uniquement la traîtresse. Hélène de Sparte, au départ, bien sûr. Vous allez retrouver Antigone, Médée, la magicienne. Elles ne sont pas uniquement des séductrices, des tentatrices, des mères ou des femmes, ou des mères ou des épouses. Elles sont des femmes. Voilà. Très bel album.
Françoise Rachmul qui était prof de lettres, c'est ça? Exactement. Il y a aussi ce souci pédagogique très très fort. Tout à fait. Une autrice qu'on aime beaucoup, qui vient de marrainer la journée du refus de l'échec scolaire qui a eu lieu mercredi dernier, c'est Marie Desplechin. On est à l'École des loisirs dans la collection Médium. Exactement. Alors Marie celui-ci est Desplechin. en format poche parce qu'il est sorti pour la première fois en 2004. Donc on n'est pas avec vous, Carole Trébord, dans les années 20 au XXe siècle. Nous sommes fin 19e, 1883. Bon, on est vraiment à la même époque alors. Quasiment, on y arrive, on y arrive. Et vous avez notre héroïne Lucie qui est persuadée qu'au XIXe siècle, on a le droit de faire ce qu'on veut. On peut se détacher le cheveu, on peut aller à la messe dans la tenue qui nous plaît. Et arrivée à Paris, la réalité reprend le dessus. Ses parents lui disent « Ah, non, nous, on veut que tu sois une bonne épouse. » Donc la lessive, l'hygiène, le repassage, et c'est tout. Et heureusement, les domestiques sont là. Ce sont de véritables amis. Ils sont de plus en plus curieux et intéressants. Et grâce à eux, elle va découvrir le ventre de Paris. C'est la révolution secrète Exactement. du personnage satin-grenadine Marie Desplechin, le ventre de Paris, comme dans Zola. Oui, exactement. Hein, c'est pas dit Roman pour... naturaliste, etc. Et du Carole Trébord, parce qu'elle ne fait pas toujours des livres sur des personnes qui ont existé. Oui, bah pour l'anecdote, ma première chronique ici, c'était le tome 1 de Jeanne Loiseau, Le secret de Kiki de Montparnasse. Nous avons parlé du secret des catacombes avec Agatha Christie. Alors, bah, écoutez, on dit jamais 203. Jeanne Loiseau, la fille du docteur. Oui, la fille du docteur Loiseau, elle veut devenir médecin. Une championne en danger cette fois. Exactement. Alors, c'est le drame. Paris est en fête, tout le monde est excité, mais Josette est en pleurs car Odette a disparu. Voilà. Et évidemment, la domestique est l'amie de Jeanne, et Jeanne est une détective déterminée, intelligente, futée, et elle va tout faire pour retrouver la mystérieuse disparue qui, la couverture l'indique, a une passion pour la natation. Donc, la couverture. Voilà, et donc notre chère Jeanne fait toujours la rencontre de personnages qui existent vraiment. Et cette fois-ci, après avoir fait la rencontre de Sonia Delaunay, Kiki de Montparnasse, nous allons rencontrer Alice Mia, une nageuse nantaise, et le fameux Johnny Westmuller qu'on connaît un peu plus. Tarzan. Voilà. Tout est dit, c'est bon. Mère, ça vous va comme... Oui, même c'est pendant les Jeux Olympiques de 1924 Exactement. à Paris. C'est ça. En fait, Oui. c'est ça qui est... Ça donne une actu. Et ben, c'est surtout... Ah, ça, on en reparlera. Ça se passe en Monsieur et 1924. Madame Balme-Michel Jeunesse, on va être spécial JO 2024, les Jeux du Sancerre. Interdit par le CIO. C'est pas vrai. Bah si. Ah, vous n'avez pas le droit, c'est une marque. Mon premier titre, c'était Disparition aux Jeux Olympiques. Et vous n'avez pas le droit. Ah non. Eh bien, dis donc, esprit olympique, t'es pas vraiment là. Hein. Non, mais non, bonjour la générosité. Tout est soumis. Voilà. Dingue, c'est de la marque. Bon, Oui. ok. On vit dans ce monde. Merci beaucoup. En tout cas, on vit quand même dans un monde où on peut lire des super bouquins. Oui. On va remontrer les couvertures parce qu'ils sont tous très beaux et très intéressants. Les mythiques Françoise Rachmul, François Roca, de Marie Desplechin, Satin-Grenadine, c'est l'École des loisirs. Le précédent, pardon, c'est Flammarion Jeunesse. Et là, il me faut les deux. On a le choix entre l'héroïne de fiction, Oui. fille du docteur Loiseau, l'héroïne réelle dans cette bio romancée, Louise Michel. Carole Trébord, merci mille fois de nous avoir accompagnés. Célie, le rappelez, on vous aime depuis le début dans cette émission, en fait. Le travail est formidable. Célie, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Emma Frari en régie pour la préparation de l'émission Marine Plantec, Thibaut Goury-Lafont au son, Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.